Georgios, comment ça va? Je vais bien, Thomas. Ça Je vais va? bien. J'espère que toi aussi. Moi aussi, ça va. Je suis très content de t'accueillir ici dans le break parce que dernièrement, on te voit moins dans les médias. Donc, je suis vraiment heureux et flatté que tu aies accepté de venir nous voir. On va un peu discuter de ton parcours, des projets réalisés, des projets que tu es en train de réaliser. Euh, Si on devait un peu te définir sur Charleroi, Baumeister, grand architecte, on va dire, c'est la traduction de Baumeister, mais c'est quoi derrière ce métier et cette fonction de Baumeister? C'est une question difficile, hein, évidemment, parce que comment définir une position en peu de temps. C'est vrai qu'on pourrait faire deux définitions. Une officielle. Ouais. Voilà, j'ai une équipe qui s'appelle donc l'équipe Charleroi Baumeister et qui accompagne, aide le collège communal et plus particulièrement le bourgmestre qui a les compétences de l'aménagement du territoire et des grands projets architecturaux. Ça, Oui. c'est la définition officielle. Et j'aime assez bien une définition officieuse, assez ironique et même assez marrante qui avait été donnée par un des directeurs général de l'administration de la ville de Charleroi, c'est le mêle-tout, celui qui se mêle de tout. Et le gardien du temple, moi j'aurais dit, je réfléchissais, tu vois, en mode, voilà, tu es finalement le gardien d'une identité de Charleroi. Est-ce qu'on pourrait te définir comme ça? Non, je pense pas que je sois le gardien. Je pense que le gardien, c'est celui qui a été élu. Ouais. Et donc, quelque part, oui, le maire, le bourgmestre de la ville, c'est lui le gardien du temple. Et c'est sur lui que reposent toutes les attentes, quelque part. Moi, je suis simplement une personne, et c'est même pas une personne, c'est une équipe, et j'insiste aussi là-dessus. On est des personnes qui aidons à essayer de garder un cap qui n'est pas facile, Oui. et qui est même assez difficile, hein. Tu le sais très bien, Ouais. tu occupes aussi une position qui fait que tu sais à quel point c'est difficile de redresser Charleroi, d'aller dans une direction bien précise pour relever cette ville qui en a besoin. On avait touché le fond, et voilà, on aide au quotidien les élus, quelque part, mais pas que, aussi les développeurs privés, à essayer de construire cette ville. Oui, parce que finalement, et concrètement, c'est quoi? Alors, je sais que tu n'as pas de journée type, mais si tu devais un peu définir en disant, voilà, moi, ma journée, elle se déroule comme beaucoup de réunions, des décisions à prendre, parce que comment tu peux définir ta journée ou la manière dont tu travailles? Alors, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de coups de fil. Ouais. Il suffit de regarder ma facture téléphonique pour se rendre compte à quel point je passe beaucoup de temps au téléphone. Souvent dans les couloirs de l'hôtel de ville, Et d'ailleurs, souvent. parce que tu es l'homme qui rôde dans les couloirs de l'hôtel de ville en parlant avec ses écouteurs. Ouais, je suis toujours en train de parler au téléphone. Et c'est une autre manière aussi de faire des réunions plus rapides, plus officieuses aussi, hein, parce qu'on sait que ici on peut en parler, on est quand même assez détendu, et c'est aussi la raison pour laquelle on est quand même ici avec toi au break. C'est que la plupart des décisions, la plupart des moments, les moments importants d'une réunion, c'est en général avant ou après. Ou après, bien sûr. Tu le sais, c'est pas forcément en réunion que ça se passe. Et donc je passe beaucoup de temps sur cet avant et sur cet après. Donc une journée type, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas de journée type. Il y a simplement le travail d'une image, d'un développement de Charleroi. La création comme ça d'un univers qui fait qu'à un certain moment, tout le monde va s'y retrouver. Qu'est-ce que c'est Charleroi? Et c'est ça, en fait, ma journée type, c'est essayer de répondre à cette fameuse question. Mais qu'est-ce que c'est Charleroi? Qu'est-ce qu'on veut faire de Charleroi? Et c'est difficile, en fait, parce que ça passe par des milliers de choses, comme tu le sais. Ça passe par le tourisme, ça passe par l'identité, ça passe en tout cas pour moi par l'architecture, les espaces verts, la nature, par
des enseignes par le comment on va s'approprier l'espace public, comment l'espace public aussi va rentrer dans les bâtiments, dans ces fameux rez-de-chaussée, ces liens entre bâtiments et l'extérieur, l'espace public. Et donc ça passe vraiment par toute une série de choses sur lesquelles, toute une série de questions sur lesquelles il faut répondre pour amener des réponses sur c'est quoi Charleroi, c'est comment est-ce qu'on imagine le Charleroi d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et justement, la nature, j'y avais pensé en préparant l'interview. Est-ce que c'est mentir de dire que tu es un des premiers à Charleroi à avoir pris conscience de l'importance de nature en ville? Parce que je pense que tu as été moi en tout cas, tu as été le premier à m'en parler, bien avant même que Paul Magnette, le bourgmestre, l'ait dans ses attributions, en me disant, et moi je m'en rappelle bien parce que la fois où tu m'en as parlé, je me dis, mais avec quoi il vient, lui encore, nature en ville? Enfin, je pense que t'as été quand même un de ceux qui s'est dit, si on veut revoir l'image de la ville et redéfinir la ville, la nature est super importante. Est-ce que tu acceptes cette remarque positive, hein, mais Oui. En tout cas, moi, t'as été un des premiers à me conscientiser, et il m'a fallu plusieurs fois, parce que la première fois où tu m'en as parlé, je me suis dit, mais de quoi il parle, nature en ville? C'est quand même pas un département. Vous en avez fait avec Paul, finalement, un des départements phares aujourd'hui du redéploiement de Charleroi. Écoute, je pense pas être le premier à. J'ai dit un des premiers. premiers. Un des premiers à avoir parlé de ce sujet. Comment dire tu sais que Paul aussi est un passionné de nature, d'écologie, de potager, toute une série de choses qui touchent à ça. Ce sont des sujets qui nous passionnent aussi, sur lesquels on discute assez régulièrement. Écoute, voilà, c'est pas très important de savoir. Mais c'est pas l'important, c'est à la limite que tu sois le premier ou pas le premier, mais de se dire finalement, dans l'architecture, tu amènes le côté nature. On était quand même une ville de béton. On va appeler ça comme ça. C'est une impression en fait, hein, aussi le béton. C'est parce que le centre-ville. Un centre-ville. Tu as raison. Le centre-ville est assez minéral, assez béton, brique. Mais en réalité, quand on s'élève un tout petit peu, tu montes par exemple au dernier étage à la vigie de Luté, tu te rappelles, le Charleroi est assez vert. Mais on l'a fait avec une école d'architecture et c'était la première remarque qu'ils nous ont dit en disant mais où est le pays noir? Oui, exactement. Et donc, tu vois, quand on parle par exemple d'image, c'est important de comprendre qu'en réalité, on est dans un pays vert, dans un territoire qui est assez vert, mais on ne le voit pas ce vert. Parce que il y a une sorte d'image, une sorte de d'inconscient collectif. C'est ça, une image qui fait partie de l'inconscient collectif, le pays noir qui vient se coller à ça, qui vient effacer le côté vert de Charleroi. Et donc l'histoire est trop importante, parce que le pays noir finalement c'est le côté historique. Est-ce que justement on a du mal à se décrocher de cette histoire noire, charbon? C'est une question, hein. J'ai pas de... Alors, moi, je ne sais pas si on a du mal. En tout cas, à mon avis, ce qui me semble important, c'est de se dire, mais comment on peut se réapproprier notre histoire? Et donc, on a une histoire industrielle qui a fait de Charleroi ce qu'on connaît. Et à un certain moment, il faut réinterpréter ça pour en faire quelque chose de positif, quelque chose qui amène des perspectives. Et par exemple, moi, la question, tu vois, le mot, le slogan même Pays Noir ne me dérange pas. Parce que derrière, on sent quand même qu'il y a un potentiel d'image, d'identité, de slogan aussi, sur lequel il faut travailler. Alors, tu ne faut pas que le Pays Noir soit Mordor, quoi. Si c'est Mordor, si c'est ça le Pays Noir... Ça a été un peu ça. C'est ça le problème. Voilà. Si c'est que ça, alors là, je pense qu'on a un problème. Maintenant, si c'est autre chose et qu'on amène... du sens, des nouvelles idées qui viennent se coller à ça et rendre l'identité, le slogan Pays Noir plus riche que Charleroi Mordor, Charleroi la ville pourrie de Belgique, alors laissons tomber, quoi. Et toi qui est dans un défi permanent justement par rapport à Charleroi, c'est une question que j'ai déjà posée à d'autres invités, mais
qu'est-ce qui manque pour toi aujourd'hui à Charleroi pour encore plus activer ce renouveau? Si tu devais citer 2 ou 3 choses, ou une en disant ça c'est vraiment la chose on n'a pas encore réussi, ou qu'est-ce qui manque? Bah, il manque beaucoup de choses en fait à Charleroi hein, pour faire de Charleroi une véritable réussite. Et on est en train d'y travailler. C'est un campus. Vraiment concrétiser le campus. On le sait. C'est ramener des étudiants. Il faut pouvoir étudier. Ouais, il faut pouvoir étudier à Charleroi. Il faut arrêter de considérer qu'il est évident pour un jeune Carolo de devoir partir. De se retrouver dans une autre grande ville pour étudier. Enfin, c'est une sorte d'échec. Ça veut dire que dans ta ville, il y a une des grandes fonctions de ta vie qui n'est pas donnée. Tu ne peux pas la mener. Donc ça c'est un vrai problème. Ça va être résolu bientôt, puisqu'en fait, on est en train de terminer quelque part tous ces travaux d'espace public, de rénovation de bâtiments, et donc on va avoir un véritable campus en centre-ville, et donc qui va animer en fait le centre-ville, le cœur de Charleroi Charleroi Métropole, parce que ça se passe à différentes échelles. Ensuite, je pense qu'il faut mettre en évidence en fait la nature de Charleroi. Quand on parle de nature en ville, voilà, il faut qu'on ait des vrais projets structurants au niveau espace vert, au niveau espace écologique. Et tout le monde le sait. Je pense qu'une des choses qu'on doit faire, c'est transformer cette porte ouest. Et c'est ce qu'indique aussi le master plan sur lequel on a travaillé, en grand parc métropolitain, ambitieux, qui vient relier le centre-ville à Marchienne-au-Pont, et autour duquel on peut retrouver des zones d'activité économique, du patrimoine aussi, patrimoine industriel de Charleroi, et d'en faire quelque chose, une sorte de marque pour Charleroi. Donc voilà, campus, nature, l'emploi, et surtout habiter à Charleroi. Il faut qu'on habite. Et quand on parle de Charleroi Métropole, quoi. C'est investir, réinvestir, habiter, réhabiter notre territoire. Oui, et le campus va jouer son rôle, puisque c'est de se dire, ceux qui ne partiront pas ont plus de chances de rester en tant qu'habitants à Charleroi que si tu vas étudier à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve ou à Mons. Bah évidemment, tu déménages, tu fais tes études autre part, t'as quand même une chance. 50%, hein, je pense que c'est 50% qui ne reviennent pas, ou qui ne reviennent pas tout de suite. En tout cas. 50% quoi, énorme, de chances que tu restes dans le territoire dans lequel tu as déménagé, quoi. Donc, moi, par exemple, j'étais à Bruxelles et j'aurais pu rester à Bruxelles, quoi. Justement, c'est quoi ton parcours on va un peu plus dans le passé. C'est quoi ton parcours scolaire, et c'est quoi qui t'amène à un moment donné à te dire, OK, je postule, parce qu'après, on va un peu expliquer que être bouwmeester, c'est des mandats où tu dois postuler, passer un examen, répondre à une offre. C'est quoi ton parcours qui a fait à un moment donné où te dire, moi, Georgios Melis, j'ai envie de prendre ce défi de Charleroi? Tu veux dire le parcours scolaire, et puis ceci, enfin, t'avais une boîte d'architecture, donc. Oui. On peut résumer ça. Moi, j'ai fait. Je suis né à Charleroi. J'ai habité à Châtelet, donc je suis un Châteletain. J'ai étudié, mes primaires, mes secondaires à Saint-Joseph. Ça a été difficile, hein. J'étais pas un cancre, mais c'était difficile les études. Et puis là, j'allais à l'académie aussi de dessin, de peinture assez régulièrement en soirée. Et artiste dès le plus jeune âge, tu avais cette fibre dessin, etc. Oui. C'est une vocation. On peut dire que c'est une vocation, ou c'est quelque chose. Oui, c'est une passion en tout cas. Ouais, c'est une passion. Et en secondaire, j'étais en option sciences maths, et donc l'architecture, c'était un peu la synthèse entre ces sciences, ces maths et l'art, quoi. Et puis, en fait, il y a une sorte de tournant en secondaire où je sais pas très bien quoi faire, 5e secondaire, je double, tout est compliqué. Et tu sais pas vers quoi tu vas, quoi, en fait. Ouais. Tu te dis, mais à quoi bon, à quoi sert ça sert à quoi, en fait, ces études? Et là, je découvre quelque chose qui a complètement changé ma vie. C'est un gars que je rencontre à l'académie et qui faisait l'architecture, qui est en première, quand on dit, à Bruxelles, à Horta, à l'époque. Et qui me dit, viens, je vais te montrer un truc.
Et on descend, on va dans sa bagnole, il ouvre le coffre et il me montre une maquette, quoi. Je dis, wow, c'est incroyable, une maquette toute blanche. En carton plume. Ouais, c'est ça, en maquettes, carton plume, exactement. Et là, il se passe quelque chose où je me dis, mais c'est ça que je veux faire. ouais, c'est ce que je veux faire, de l'architecture. Et ça, j'ai eu une chance incroyable parce que tout le monde ne l'a pas. En général, c'est vrai qu'on cherche beaucoup. Hein, Ouais, qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie, quoi. Et moi, je suis l'exemple. J'ai fait Sciences Éco parce que finalement, je savais pas quoi faire et je me suis dit, bah, c'est Ouais, le mais truc le plus ouvert et tu aimes. Et j'ai aimé, ouais, Donc, tu as de la chance, quoi. Ouais, Tu as de la chance ça, parce c'est qu'il y en a sûr. beaucoup qui Oui, vont c'est faire sûr. leurs études et qui n'aiment pas, quoi, qui Ouais, font tout à ça par dépit, quoi. Et moi, je découvre je découvre en fait l'architecture. Alors, je ne sais même pas ce que c'est l'architecture. Tu sais, à l'époque, moi, je viens de Châtelet. À part, c'est vrai, des hangars industriels, quelques maisons modernistes que je trouve attirantes et je ne sais pas pour quelle raison. En plus, là, je vois cet objet maquette, en fait ouais, dans ça. un coffre. Et donc, quelque part, je découvre ce que je veux faire dans un coffre de bagnole. C'est assez ironique parce que ou assez marrant parce que mon père est garagiste. Donc La boucle est bouclée, en fait. ouais, c'est ça. Et donc là, c'est voilà une passion Ouais. qui naît. Et puis c'est le travail de ma mère, quoi, qui se renseigne parce que moi je viens d'une école catholique, donc il est évident que mon parcours doit se poursuivre à l'UCL. Et ma mère se renseigne et c'est intelligente. Elle dit mais non, il faut trouver l'école, quoi. Si super c'est pour le important, faire, quoi. il faut le faire Il faut bien. le faire à fond. Et donc je vais à la Cambre. C'est ça. J'étudie l'architecture à la Cambre. Je fais mes études et ça se passe très bien, contrairement au primaire, au secondaire. Tu trouves ta voix, quoi. Ouais, à ce moment-là, tu trouves ta voix. Ma mère pleurait, quoi. Elle pleurait pas parce que j'étais un des derniers, elle pleurait parce que j'étais un des premiers. C'est marrant. Et là, il se passe quelque chose quand je termine mes études. Il me reste encore quelques semaines pour terminer mon mémoire. C'est un copain de la Cambre qui me dit Just, tu veux pas aller travailler chez Elia Zengelis? Elia Zengelis, c'est le fondateur d'un bureau mythique qui s'appelle OMA. Et je dis comment ça? Il est à Bruxelles? Ouais, il est à Bruxelles, il cherche 2-3 personnes pour participer à un concours international en Italie, à Bolzano, pour un musée d'art contemporain. Et donc, je rentre dans son bureau. Et là, il se passe, voilà, ça aussi, c'est encore une chance assez incroyable. C'est que Elia Zengelis a été professeur dans une école d'architecture prestigieuse qui s'appelle la AA School. Et il a eu comme étudiant les meilleurs architectes au monde, quoi. Et donc là, il y a toute une série de portes qui s'ouvrent. Je vais faire mon stage en Grèce, 3 ans, où j'apprends vraiment mon métier d'architecture. Je vais à Londres. Tu vas à Londres aussi, oui, tu as travaillé à Londres, c'est ça. Ouais, pour travailler pour Zaha Hadid, qui est décédé depuis ici quelques années, Norman Foster. Et puis, je reviens en Belgique et j'ouvre donc le bureau d'architecture Réservoir avec 2 amis, Julien Dailly et François Delfosse. Et ça, c'est un rêve, quoi, d'ouvrir son bureau. Et là commence l'aventure, quoi. Tu as ta structure. C'est difficile, quoi. On n'a pas de réseau, moi, à part ma famille. Parce que toi, tu viens de l'étranger, entre guillemets, ton passage à l'étranger. Du coup, t'as pas construit de réseau dans la région à ce moment-là, vu que tu as passé plusieurs années à l'étranger. Thomas, mon seul réseau, ce sont ma famille, mes parents, et quelques amis, quoi. D'école, c'est ça. En gros, la seule chose que je peux espérer, c'est que quelqu'un se réveille un jour le matin et se dise « Je vais construire une annexe ou, dans le meilleur des cas, une maison ». C'est jamais arrivé, quoi. Donc, on n'avait même pas ça. Et donc, on a participé à des marchés publics. Ouais. Et il se passe un truc incroyable, c'est qu'on remporte, c'était en 2007. 2007, ok. Des années tendues à Charleroi. À Charleroi, ouais. C'est mouvementé. Et là, on remporte un marché. C'est un master plan, en fait, un marché d'urbanisme pour les parkings du Palais des Expositions. Ouais. Et donc, je rencontre Charleroi, quoi. C'est la première fois que je rencontre des gens de l'administration, des politiques, évidemment, et que... c'est déjà Viseur qui est... non, c'est pas... C'est Viseur qui était bourgmestre. Je l'ai pas beaucoup rencontré.
Heureusement, malheureusement. Restons-en là. Restons au fait. On n'a pas beaucoup rencontré. Et donc voilà, on lance la structure Réservoir A et on gagne différents marchés, un hall des sports à Farciennes, le centre de distribution urbaine. Ah, c'est vrai que c'est vous le hall des sports à Farciennes avec le graphe. Avec oui, tu connais. Benito, non, avec Benito. Benito, ouais, c'est ça. Ah, oui. Ouais. Oui. Avec El Niño. El Niño, ouais, c'est ça. El Niño, ouais. Et t'es aussi finalement un des premiers à. C'est vrai que j'y pensais plus à ça. T'es un des premiers à écouter l'art urbain. Ouais, à Charleroi. Moi, je suis pas un fan d'art urbain. Non, mais tu es quand même un des premiers. Enfin, moi, dans ma précédente vie, j'ai beaucoup travaillé sur l'art urbain et je pense qu'on a quand même fait pas mal de trucs ensemble parce que dans l'administration publique, tu es un des premiers qui a dit attendez, il faut quand même écouter et sans doute qu'en écoutant, on peut avoir plus qu'en combattant. Oui, ça, oui. Encore une fois, je ne sais pas si je suis le premier, mais en tout cas, j'y ai fait attention. Je pense par contre... À un moment donné, t'étais quand même le seul. Enfin, moi, t'es modeste, mais je parle pour toi. Oui. T'as quand même, le mur d'expression libre. Si on n'avait pas eu ton appui, je pense que on l'aurait peut-être eu à un moment donné, mais encore plus difficilement. Et puis les murs légaux, c'est quand même toi qui as été un des premiers à être conscient qu'en donnant des murs légaux, il va y avoir une discussion avec eux. Oui. Et d'avoir quelque part, et que c'était un art, même si c'est pas un art qui te touche, allez, ce qu'on a fait avec les cabinores, ces trucs comme ça, c'est quand même toi, donc. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, je ne sais pas si je suis le premier. Par contre, je suis là où je pourrais, je peux le crier quand même assez haut et fort. Je suis le premier à avoir fait rentrer des pirates à l'hôtel de ville. Ça, on peut pas me l'enlever. Des tatoués percés, des artistes, des gens qui ne pensent pas forcément de manière conventionnelle. On cite Sébastien Lacomblé, on va jusqu'à le citer par exemple. Oui, par exemple, tu vois, on l'avait arrêté à l'hôtel de ville, Monsieur Maïdis. Il y a un drôle de monsieur. Monsieur Lacomblé qui veut rentrer, mais oui, il travaille. Il travaille avec nous. Donc oui, je pense que encore une fois, la ville, c'est un organisme complexe. Hein. On peut pas. Il faut considérer que tout le monde a quelque chose à dire en ville, dans la cité. Et donc, quelqu'un qui fait de l'art urbain, même si c'est pas un art qui me touche, a certainement quelque chose à raconter. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour le hall des sports, on n'avait pas de budget, on avait très peu de budget. Et une des manières de résoudre le problème du budget, plutôt que de rénover, tu vois, les façades, toutes les façades, c'était de se dire, et si, je demandais pas, et si, comment intégrer en fait une autre discipline qui coûte beaucoup moins cher que l'architecture pour proposer quelque chose en termes de rénovation. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a eu ce travail qui quand même, moi, je trouve assez remarquable avec El Niño, et que les habitants de Farciennes et les utilisateurs du hall des sports ont assez apprécié, quoi. On avance un peu dans le temps, tu développes ta boîte petit à petit se développe, et puis à un moment donné, le projet de Charleroi-Baumeister. Ouais, juste avant ça, on remporte quand même des marchés qui sont assez grands, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est justement ça, en fait, au moment où tu quittes une boîte qui fonctionne bien. Mais c'est surtout une boîte, oui, c'est ça qui fonctionne bien, c'est un rêve. Hein. Moi, quand j'ai 18 ans... Ce que je veux dire, c'est que tu prends pas Charleroi parce qu'à un moment donné, ta boîte fonctionne pas et que tu te dis, il faut que je me relance dans autre chose. Donc, c'est vraiment un choix, conscient bien sûr, mais un choix renoncer à quelque chose, quoi. Oui, et c'est pas facile parce qu'à l'époque, on remporte quand même la caserne des pompiers, on remporte l'hôpital, le grand hôpital de Charleroi. Enfin, il faut imaginer, à l'époque, c'est un chantier de 500 millions d'euro, quoi. Un jeune homme de 35 ans qui remporte ça. Enfin, franchement, il faut voir les bons que je fais, quoi, quand on remporte ce projet. Enfin, voilà, il y a moyen de faire fonctionner la boîte pendant 10-12 ans sans problème, un minimum. Sans même, c'est ça. Voilà, sans même chercher, quoi. Donc voilà, il y a une volonté politique, c'est de créer cette fonction de Baumeister à Charleroi. Qui avait été vue à Anvers, c'est ça, hein, à Anvers, en région flamande, à Bruxelles, à Gand.
Et mais moi, j'ai mes projets, quoi. C'est pas que je m'y intéresse pas. Au contraire, je pense que c'est intéressant. Il fallait cette fonction à Charleroi. Et on se rend compte de l'ambition politique aussi, hein, de mettre en place cette fonction. C'est pas du tout le cas. On est entre nous ici, entre Carolo et les autres ne le, enfin, verront pas ce que ici ce petit le break. Mais on comprend pas comment il n'y a pas de Baumeister à Liège, qu'il n'y en a pas à Namur, à Mons, ou qu'il n'y en a pas en région wallonne, quoi. Et donc, on sent quand même une ambition politique de travailler avec le territoire, avec une équipe en fait, hein, qui va s'occuper, qui va penser ce territoire. Et moi, j'ai mes petits trucs, quoi. J'ai mon petit hôpital, la caserne, ouais, c'est ça. Et on arrive à me convaincre de Bruxelles. C'est à Bruxelles des amis qui me disent, écoute, tu dois participer à ce marché. C'est un concours. Oui, c'est ça. Oui, c'est un marché public, quoi, sur lequel il faut rendre une note, des intentions. C'est un dossier, hein, c'est un dossier assez sérieux sur lequel il faut travailler, quoi. Et c'est un projet c'est 4 ans, hein, c'est ça Oui, c'était 4 ou 5 ans. C'est ça. Voilà. Ça dépend des mandats, enfin de la volonté. Et donc, mais ça veut dire que tu dois faire quoi. un pas de côté pour un truc où tu sais, enfin, si t'es pris, c'est 4 ans. Et puis, enfin, c'est un peu comme un homme politique, quoi, de dire, je fais un pas de côté de mon boulot pour développer quelque chose. Et le risque, il est quand même important. Oui, le risque est important, évidemment. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est quoi qui te convainc? C'est quoi, à un moment donné, le déclic où tu te dis, ok, j'y vais? En tout cas, je me rappelle très bien des résistances, les résistances de mes associés, quoi, au niveau du bureau. C'est waouh, putain, Georgios, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, t'as vu le travail qu'il y a ici, t'as vu la structure qu'on est en train de monter. Ouais, t'as vu le développement, le truc. Ouais, il faut qu'on soit tous là, quoi. Ce qui arrive à me convaincre, c'est de se dire, c'est qu'on a connu aussi la période noire de Charleroi. Et ce sont des amis bruxellois qui me disent, écoute, Georgios, en fait, Charleroi, c'est un projet, tu pourrais le voir aussi comme un projet, comme tu peux traiter tous les projets d'architecture d'un bureau. Un projet, c'est un méga master plan. Alors ouais, c'est ça, c'est un méga projet par contre, une ville. Et je pense que c'est le goût de l'aventure aussi. Ouais, je dois avoir ça en moi. L'envie de participer. J'y participais déjà en fait à Charleroi, au projet de Charleroi. Donc c'est pas que ça. Hein. Mais moi, je me rappelle participer de l'intérieur. Tu sais, Thomas, les premières années, quand je suis revenu à Charleroi en 2007, vraiment par hasard, hein, que je suis revenu à Charleroi, il faut vraiment s'en rendre compte de ça. Et c'est en ça aussi que c'est important de faire revenir les jeunes, c'est que moi j'y suis revenu par hasard, c'est parce que j'avais raté ma correspondance pour aller à Châtelet, je m'arrête à la gare de Charleroi, je lève les yeux, je vois un appartement qui est à vendre au 12e étage de la tour Centre Europe, et voilà, je me retrouve à Charleroi. Donc t'es devenu Baumeister parce que t'as raté une correspondance. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, j'allais à Châtelet. Ouais, mais vraiment, le lien de cause à effet, c'est l'effet papillon, quoi. Le train qui arrive en retard fait que au final, ça a changé ta vie. Et tu sais, au début, moi j'arrive, il n'y a pas de travail, quoi. On est en train d'en chercher. Et donc je m'investissais déjà avec l'Eden. Non, pas avec l'Eden à l'époque, avec le Vecteur. Ouais. J'avais beaucoup travaillé. Alors c'est vrai qu'on était beaucoup en terrasse, à boire des bières, des cafés, enfin surtout des bières, et à refaire le monde. Mais il y avait déjà un investissement qui était, enfin en tout cas de mon côté, sur Charleroi. Après, c'est officialisé avec des contrats quelque part, hein, parce que j'avais remporté des projets. Donc là c'était plus, enfin c'était sérieux. Oui, hein, j'étais plus en terrasse. Oui, mais t'es quand même pas, t'es pas dans la machine. Alors, je suis pas dans les machines. Et ça change tout. C'est ce qui t'a peut-être convaincu à un moment donné de dire j'ai envie d'être... non, parce qu'à mon avis, je me rendais pas compte de la machine, de l'état de la machine. De l'état de la machine. Alors, c'est vrai que j'en parlais à un échevin, à Xavier Desguin, hein, quand il est devenu... échevin des bâtiments. Échevin, je lui dis, tu vas voir Xavier, hein, parce que il y a une chose entre être au conseil communal, et c'en est une autre quand tu deviens échevin. Chaque fois que tu vas ouvrir un placard, tu vas voir le nombre de cadavres auxquels tu vas être confronté. Et de fait, je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est une machine complexe et surtout compliquée et très difficile à faire démarrer et redémarrer, quoi. Alors ici, c'est 8 ans, 9 ans Depuis 2013. Depuis 2013. 3 moments difficiles ou des moments où
où tu t'es dit, ouais, là, on est dans le bon sens. Si tu devais vraiment sortir de ton poste de Baumeister 3 moments, allez, au moins un difficile et un plutôt très positif. Et le troisième, tu as le choix du moment. Écoute, les moments difficiles, il y en a vraiment beaucoup. Hein, tu sais, il y a des fois où je me dis, mais encore une fois, enfin, je dis ça sous forme de boutade, on est entre nous, mais il faut se rendre compte de la difficulté au quotidien de travailler pour Charleroi, sur Charleroi. Donc des moments difficiles, des moments d'engueulade, des moments de bras de fer en réunion. Mais tu dois en vraiment sortir beaucoup, un. quoi. Tu dois en sortir, ou un moment où tu es démotivé, ou vraiment. Bah, démotivé, non. Furieux. Oui, en plus, c'est un moment où ça s'est retourné en quelque chose de positif. Décathlon, par exemple. Allez, on va prendre le projet Décathlon, où ce sont des réunions où on s'engueule, je m'engueule vraiment. Je ferme mes carnets et en gros, je dis, mais cassez-vous. Cassez-vous, c'est honteux ce que vous êtes en train de faire. Moi, je comprends même pas comment vous êtes en train de traiter cette ville. Et je me lève et je dis non, il est hors de question. Moi, je ferai tout pour que votre boîte à chaussures que vous mettez à côté de Charleroi District Créatif se construise. Tous les responsables des Décathlon qui téléphonent à Paul. C'est quoi ce boîte à chaussures, ça c'est pas passé. Non, enfin une boîte. T'imagines, nous on est en train de travailler comme des fous furieux. Ouais, sur le design du truc. Sur tout, ouais, quoi. Et eux viennent placer, enfin là où se trouve le nouveau Décathlon, une belle boîte à chaussures irrespectueuse avec plein de parking tout autour, des façades qui ressemblent à rien. Et donc ça part vraiment en vrille, quoi, au niveau des réunions. Il faut voir, ce sont des bras de fer. Il faut y être à ces réunions pour voir à quel point c'est dur. Et t'as Paul qui leur dit non, écoutez, vous vous arrangez avec Georgios, vous devez trouver une manière de travailler. Et là, retournement, on fait un projet Décathlon que je trouve très bien. Bien sûr. On active en fait une toiture que personne, à part mettre des panneaux photovoltaïques et des techniques, voilà, c'était ça, cette toiture. Là, qu'est-ce qu'on met? Des terrains de sport, les façades ressemblent à quelque chose. On met les parkings en dessous du bâtiment, un skatepark, des activités sportives, et donc ça devient un décathlon vraiment super qu'on peut comparer en fait au décathlon de Barcelone. De Barcelone, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il me disait oui, le seul décathlon qui est bien, c'est de Barcelone. Et ben c'est très bien, on va faire. C'est pas qu'on va faire le même, mais on va en faire un qui est aussi ambitieux, quoi. Comme ça, quoi. Et si vous voulez pas le faire, eh bien ne venez pas, quoi. C'est pas très grave. Je pense que les Carolos veulent être traités autrement. Et pas avec une bête boîte à chaussures comme le Décathlon, par exemple, de Châtelineau, pour ne pas le citer. Et ça peut pas se faire à Charleroi. C'est tout. Sinon, en gros, vous êtes en train de me dire que, moi, je suis un con, que vous me respectez pas. Ça, ils l'ont peut-être pensé. Ouais, évidemment qu'ils l'ont pensé très fort, en fait, parce que on est arrivé à des mots quand même assez insultants des architectes. Hein. Et vraiment insultants. Et donc... j'ai refermé mes trucs, je me suis barré, évidemment, moi je vais pas faire des réunions. Comme tu dis, le truc s'est transformé en... Donc allez, là c'est un moment positif. Négatif et positif, et un moment vraiment ultra positif où tu t'es dit, voilà, je suis fier de ce qu'on a fait, où là on est vraiment dans le bon sens. Charleroi District Créatif, hein, quand on a été chercher 142 millions d'euros pour construire comme ça, pour rénover le palais des expositions, avoir des espaces publics de qualité, rénover le campus. Ça, c'est vraiment un moment très positif, même pour moi, mais aussi pour Charleroi, pour la ville haute. Hein. On est en train de rebooster. C'est le déclic. Pour moi, c'est le déclic de Charleroi. Ce projet-là, c'est le truc qui fait que ça peut partir, enfin, qu'on repart dans un bon sens, quoi. La ville basse a été bien réalisée, mais pour moi, comme tu dis, aujourd'hui, le manque, c'est la vie. Ouais, exactement. Et donc, on ramène quand même des fonctions assez importantes. Et alors, moi, le palais des expositions, je pense que là, on est un chef-d'œuvre de l'architecture. C'était déjà un chef-d'œuvre, le palais des expositions. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est un bâtiment emblématique, iconique de Charleroi. Et sa rénovation fait qu'il devient encore plus iconique et qui, au niveau architectural, va avoir une stature internationale. Donc, je sais qu'il va être publié. Il est déjà publié dans les meilleures revues d'architecture au monde. C'est en plus d'être un bon projet d'architecture, c'est un bâtiment urbain qui est assez incroyable en termes de rénovation, quoi. On rénove très peu. On ne rénove pas l'entièreté du bâtiment parce que sinon il faudrait 150 millions d'euros. Que pour le bâtiment. Et avec moins de 50 millions d'euros,
on rénove de manière intelligente ce bâtiment, on l'ouvre, on le connecte aux espaces publics. Il y a un super jardin qui va apparaître au milieu du dispositif, pas les expositions, qui va desservir les halls d'exposition. Et surtout, on ne rénove pas de manière conventionnelle les halls. Là, il y en a un seul qu'on va rénover au niveau énergétique pour qu'il puisse être utilisé à n'importe quel moment de l'année. Mais les autres halls sont rénovés de manière minimale. Ok. Et donc, c'est un vrai projet de rénovation aussi énergétique. C'est un très beau bâtiment, ça va être quelque chose d'assez fantastique. Donc ça, c'est un moment assez positif où je me dis, ah, on a On n'a des objets pas, on n'a pas architecturaux, fait tout ça pour rien. ouais, exactement. Alors, comme tu n'as pas assez de boulot avec Charleroi-Baumeister, il y a quelques années maintenant, tu décides de te lancer dans un projet assez particulier qui se nomme Levure Sauvage. C'est quoi Levure Sauvage, Georgios? Bah, Levure Sauvage, c'est comme l'architecture, c'est une passion, quoi. C'est une passion qu'on concrétise. Alors, je suis pas tout seul, hein, c'est surtout des rencontres. Ouais. Je le fais avec Natacha Blanchard, hein, qui est mon épouse, avec des associés français, en fait, hein, et chinois. Enfin, c'est l'épouse de Luc Boulet, qui était l'ancien directeur général donc, de la maison Kayser. Ce sont des rencontres et autour d'une passion commune qui est le pain. Le pain. Et là, c'est une idée assez naïve, hein, en fait. Hein, C'est un peu un projet fou. C'est une idée naïve et finalement, de cette idée naïve, naît un projet un peu fou. Oui, assez original, hein, c'est de se dire qu'à Charleroi, de Charleroi, vont sortir des produits en relation avec les céréales, le blé, qui vont être les meilleurs produits qu'on peut avoir en Belgique. Donc le pain Ouais. qu'on produit à Charleroi, au Martinet, va être le meilleur pain En Belgique. au niveau gustatif, au niveau nutritif, en termes de santé, en termes d'environnement, qu'on puisse trouver en Belgique. Et voilà, on est en train de le faire. Il y a des boulangers qui sont merveilleux, des tueurs, comme on dit, qui sont ici à Charleroi, qui travaillent sur des produits complètement exceptionnels. Et voilà, c'est ça, Levure Sauvage. C'est un projet made in Charleroi. Et parce que je pense... C'est une passion qui devient un projet. Oui, bah, Qui se concrétise, quoi. Tu sais, les aventures, j'en parlais au début de notre entretien, c'est quand même... Mhm. Ouais, je pense que moi, j'aime bien l'aventure par rapport à ça, ces aventures entrepreneuriales et de projets, en fait. Hein. Je pense que je suis un homme de projet. Oui. Ouais, c'est quelque chose où... Et comment elle qui naît, cette m'anime. passion? Parce que l'architecture naît dans un coffre. La passion de l'architecture naît dans un coffre. Et la passion du pain, comment finalement dans ton boulot, dans ta vie quand même, parce que bon, on se connaît assez bien, dans ta vie à 200 à l'heure, le pain qui est quand même plutôt une image de calme, enfin, c'est comme ça que je le vois, posé, calme, boulangerie, réflexion, bon produit, avec ta vie qui est un peu tout le temps à 200, toujours courir d'un rendez-vous à l'autre, comment tu te passionnes finalement pour le pain? Je suis un passionné de pain. Alors, je suis pas... C'est pas une passion que j'identifie tout de suite. Ouais. Mais bien manger, oui, ça c'est quelque chose. Moi j'ai toujours bien mangé. Ma grand-mère, ma mère, Natacha aussi. J'ai toujours été entouré de femmes qui cuisinent super bien. Et enfin voilà, c'est une chance assez incroyable de bien manger et d'aimer ça aussi. Hein, je pense que ça remonte à très longtemps, à très loin en fait, où je voyais ma grand-mère qui avait son four en graisse à l'extérieur, qui cuisait du pain dans son petit four feu de bois. Et puis c'était beaucoup de discussions avec des amis de Charleroi, où c'est vrai qu'on s'est retrouvés aussi autour de ces questions, et ces questions étaient de plus en plus présentes. Et puis avec Paul, pour ne pas le citer, qui est un passionné, lui. Paul est un passionné de boulangerie, oui. Du boulangerie. Et de bien manger aussi, finalement. Et de bien manger. Vous avez un peu les mêmes passions, et de nature, et de bons produits. Oui, il cuisine super bien, Paul. Hein. C'est un cuisinier hors pair. Son pain est vraiment bon. Et en plus, il a sorti un livre.
Donc ça, c'est une passion. C'est On une parle passion de qu'on a Paul en Magnette, commun, parce que ouais. pour les gens qui entendent Paul, nous on sait bien, mais Ouais, donc, oui. c'est Paul Magnette, le bourgmestre, qui est vraiment... il en J'ai- a fait un livre, comme tu Oui, dis. il en a fait un livre, mais j'ai aussi Patrick Evrard, qui est un ami Oui. artiste, qui est aussi un passionné de pain. Et donc, Paul, la légende dit qu'il a gagné même des concours à l'aveugle où il était deuxième ou quoi, des concours de pain où il n'a pas donné son nom. Je suis quasi sûr que cette légende est vraie, où il a fait des concours où il n'a pas donné son nom et sur un faux nom, ouais, il a gagné. Toi, tu le sais. ouais. Et je pense, ouais, tout à fait. Et alors, c'est vrai qu'on restera dans la légende, on sortira pas de là. Je pense qu'ils lui ont pas donné le premier prix parce qu'ils ont appris que c'était Paul. Ah ouais, tu penses? Ouais. Au dernier moment, ils ont... Ouais. Si je me rappelle bien. Il s'est fait spolier sa victoire. Ouais, il le dira pas, et je pense que voilà, il a raison de ne pas le dire, et je pense que par humilité. Ouais. Mais on lui a pas donné le premier prix parce qu'on a appris que derrière ce personnage fictif, en fait, c'était un personnage politique aussi, que c'était Paul, quoi. Ouais, on lui a pas donné le premier prix, mais il l'avait, je pense qu'il l'avait. Il l'avait remporté. mérité. Si je me rappelle bien. Ouais. Et dans ton plan, levure sauvage, c'est à terme ton futur métier, ou c'est toujours comme ici où tu as des associés, des gens qui travaillent, ou est-ce que tu te dis voilà, moi je me vois bien à 50 ans revenir, aller dans cette voie, parce que voilà, ici tu es reparti pour un mandat, il te reste 4 ans, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et après. J'en sais rien, Thomas. Franchement, j'en sais rien parce que je me rends compte quand Je même savais que tu que répondrais ça, mais Non, mais c'est vrai en poser. plus. C'est vrai, c'est pas de la langue de bois. Non, c'est je que le sais. Tu sais très bien qu'on décide pas de tout. Tout à Hein. On aimerait évidemment décider de ce qu'on va faire demain. Et pourtant, on sait que la réalité, la vie est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus compliquée, et que finalement, elle t'amène là où tu t'y attendais pas. Et par Baumeister étant déjà un exemple. Déjà l'architecture, tu vois, dans un coffre de bagnole, le pain parce que tu vois, Baumeister parce que je reçois des coups de fil insistants parce que tu rates de un potes train. bruxellois. Oui, parce que je rate un train, mais c'est vrai en fait. Hein, et donc, tu vois, finalement, c'est quand tu réfléchis un peu à où t'amène la vie, ben, c'est pas toujours toi, c'est souvent pas toi qui décide en fait. Hein. C'est vrai. C'est donc, ce que je vais faire, moi, dans quelques années... pas de plan. J'en sais rien. Si, j'ai quand même toujours des plans. Il faut quand même... Plein de plans. Plein de plans. Oui, c'est plein de plans. Il faut pas être... on n'est pas bête hein, non plus. Il faut arrêter. Tu vois, parce que les gens aiment entendre ça, de se dire « Ah oui, il a pas de plan. » Bah non, c'est pas vrai. Enfin, franchement, il y a quand même des envies, il y a des passions. On est animé de certaines choses. On a 15 plans et on verra lesquels... c'est ça. Voilà. On est un peu pareil dans... Oui, c'est ça, exactement. On est des travailleurs. Franchement, je me donne pas. On n'est pas trop bêtes. Je me dors pas la pilule. Vraiment, je passe beaucoup de temps à travailler, à essayer de concrétiser des envies, des passions. Donc voilà, ce que je vais faire demain, j'en sais rien, mais il y a du potentiel, quoi. Est-ce que être au plus près du pouvoir comme ça, parce que tu es quand même vraiment au plus près, est-ce que ça abîme? Alors, je me suis rasé il y a 3 jours pour l'émission, mais ma barbe est toute blanche. Alors, je regardais certaines photos d'il y a quelques années, j'avais encore une barbe, j'avais des cheveux qui étaient tout noirs. Alors ouais, ça on vieillit, au-delà que ça abîme, on vieillit. Mais... Moi, je peux pas croire que j'ai vieilli aussi vite en peu de temps. Ça, c'est ton côté coquet. Ouais, oui. Je sais pas si ça abîme. Ouais, enfin, si, je pense que ça abîme. Ouais, ça abîme. Ça abîme quand on voit les nuits qu'on peut passer à cogiter. Se réveiller à 3h du matin, ne pas se rendormir, parce qu'en fait, il y a 200 projets, parce qu'il y a des trucs tendus qu'il faut résoudre à Charleroi, parce qu'on sait, on est en train d'essayer de réfléchir à la tournure que vont prendre les réunions du lendemain, à ce que va devenir un projet ou des projets. Je me suis réveillé à 4h du matin, j'ai pensé à notre break. Et pourtant, c'est pas un truc qui était stressant, mais donc ouais, je comprends. Quand j'ai des réunions hyper importantes... tu le sais, en fait. Tu t'es fâché de te réveiller. Moi, j'ai ça. Parfois, la nuit, je me réveille, je me dis non, c'est fini, je me rendormirai plus. Le cerveau est en route. Écoute,
Thomas, la question de la nuit, c'est une question hyper importante pour les gens qui ont des projets et qui ont le sommeil léger. On peut en parler pendant beaucoup d'heures. Moi, je suis pas un insomniaque, mais j'ai été insomniaque pendant longtemps, quoi. Des projets. Et maintenant, on est bien aidés dans nos insomnies, hein, toi et moi. Oh là là, ouais. 2h30 du matin, la petite Stella qui se réveille, et tu rigoles pas, tu te dis, oh, j'espère que je vais avoir... Encore 2 heures de sommeil, je t'en Oui, supplie. encore quelques heures de sommeil, sinon, franchement, je vais arriver de ces gueules pour Thomas, pour le break, ça va être difficile. Et ouais, les nuits, oui, ça abîme, je pense que ça abîme. Ça abîme, ça construit, ça te construit, mais ça t'abîme aussi en même temps. C'est une sorte de double processus assez vicieux, quoi. Donc, j'ose même pas imaginer, Thomas, ceux qui sont derrière le pouvoir. Ouais, là, c'est difficile. Hein. On s'en rend pas compte parce qu'on les voit toujours. On voit une image souriante, un masque, mais derrière, on a des hommes et des femmes qui sont fatigués. Hein. Oui, c'est sûr. Faut pas voilà. Non, c'est une facette. Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Il y a un moment de l'émission où on échange les rôles. C'est l'invité qui me pose une question. Je répète à chaque fois que je ne suis pas au courant. D'ailleurs, on s'est téléphoné hier et j'ai bien dit, je ne veux absolument pas savoir la question que tu vas me poser. Donc, c'est à toi. Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi en fait. Je me suis dit, je vais lui poser une question qui va lui faire plaisir. Ou alors une question piège et tout. Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi la question que j'aimerais poser à Thomas? Moi, j'aurais bien aimé que, tu vois, c'est une fonction, t'occupes une fonction politique importante, hein, c'est échevin dans la plus grande ville wallonne. Et j'aurais bien aimé que tu expliques un peu toute cette évolution politique entre du début, hein, tu as bossé pour le privé, tu as très peu, tu as eu des maisons de jeunes, puis tu arrives comme échevin à Charleroi. Et j'aurais bien aimé que tu expliques cette évolution politique. Et le problème, c'est que tu vas pas y arriver en quelques minutes. Ça va être compliqué. Et donc, maintenant, j'arrive à ma question. Je pense que ce serait intéressant un jour d'inverser les rôles, les places. Est-ce que tu accepterais de faire un break où tu ne fais que me poser des questions? Où tu es ici et moi là-bas. Quelqu'un d'autre là-bas. Voilà. Mais il faut que tu l'assumes. Si on tape dans la main, parce qu'on le fait vraiment alors. Hein. Bah oui. Moi, je pense que, voilà, parler d'évolution politique, ça peut pas se faire en quelques minutes, et donc il te faut du temps. Et je pense que tu en fais depuis un certain temps des breaks. À cette place, je pense que ce serait bien que tu en fasses un ici, à cette place-ci. Et c'est toi qui me poserais les questions? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour poser les questions. Oui, pourquoi pas, si tu veux. Alors, marché conclu. Tu savais bien que je dirais oui. Tu savais bien que je dirais oui. Non, mais c'est bien. Après, voilà. Donc on aura 1 heure pour parler de ton évolution politique. Un autre break. Allez, parfait. Tu t'y attendais pas quand même. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça de toi. Non, mais moi, avec grand plaisir, on inversera les rôles. Le problème, c'est ton agenda. Hein. Il va falloir trouver, du coup, une place dans ton agenda. On trouvera. Il y a une question que je pose à tous mes invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, c'est quoi ton break idéal? Est-ce que tu arrives à faire un break? Je peux pas te le dire, c'est vraiment un break idéal. Non, mais est-ce que tu arrives à un moment donné à déconnecter? Parce que moi, c'est quelque chose où j'ai de plus en plus de mal à le faire. Et si oui, c'est en faisant quoi? Alors, moi, une des manières, en tout cas, de faire un break, c'est de me retrouver dans mon jardin. Oui. Un potager, j'ai des fruitiers, et donc ça me vide l'esprit. Enfin, je sais pas si ça me vide l'esprit parce que je suis toujours en train de penser à plein de trucs pendant que je suis en train de planter des poireaux ou des tomates mais ouais, c'est se retrouver quelque part dans un petit bout de nature à travailler. Donc ça c'est oui, c'est un break moi que j'aime assez. Lire aussi, hein, j'aime beaucoup lire, même si faut que je retrouve ce temps de lecture. J'étais un grand lecteur avant. Là, j'en ai
j'ai beaucoup moins de temps, donc mais j'essaie de me replonger dans des lectures où je me dis allez, pendant une demi-heure, je vais complètement me focaliser sur la lecture. Et j'avais un moment avant le Covid où ça c'était un break, un beau break que je faisais quelques fois par semaine, c'est que j'allais boire un café au Piccolo. Ouais, Au Piccolo. Ça c'était un break avec du bon café. Et je lisais, tu vois, les journaux qui étaient mis à disposition. Et je faisais aussi mes premières réunions de la journée. J'ai fait des réunions avec toi là-bas. Ouais, on se en rappelle, a fait plusieurs, et, ouais, c'est vrai. Et je trouvais ça vraiment très bien. Maintenant, je vais boire mon café. Maintenant que c'est plutôt, fermé, ouais, maintenant tu vas. Autre part. De temps en temps. Et il est très bon. Il est très bon aussi. Et voilà, c'est un endroit aussi assez agréable. Voilà, ce sont les breaks que j'essaye de... Moi, je m'impose, enfin, je m'impose parce que c'est imposé, mais une demi-heure de lecture par jour. Ouais, donc j'essaye à un moment donné, c'est pas une imposition, mais de me dire, alors soit je lis roman, soit je lis des trucs où ça m'oblige à réfléchir. D'ailleurs, tu es un de mes meilleurs conseillers lecture, parce que je dois dire que pour l'instant, tu ne m'as jamais conseillé un livre Ouais. dans les livres que j'ai le plus apprécié, il y en a certains, notamment la trilogie sur Cicéron, qui pour moi reste un truc c'est merveilleux, invraisemblable. C'est incroyable. Donc on a des lectures de Robert Harris, hein, c'est ça. De Robert Harris. Ouais, ça je le conseille. Et j'en ai lu monde. plein d'autres, du coup, Conclave de Robert Harris sur l'élection du pape est incroyable aussi. Ouais, tout à fait. Le mage du Kremlin aussi, que j'ai lu, c'est mon livre qu'on a lu quasiment en même temps. Hein, je te l'ai conseillé quand je l'ai terminé. Je fais, il faut le lire, c'est vraiment très bien. L'autre, j'ai plus de mal. Hein. Je suis en train de lire les Mémoires d'Adrien que tu m'as conseillé. C'est merveilleux. Aussi. Mais j'ai du mal à. Je me rends compte que j'ai du mal à rentrer dedans en fait. Alors Thomas, moi j'ai essayé 4 ou 5 fois. Et ça tu m'as pas dit. Hein. Ouais, c'est vrai que je te l'ai pas dit. Ouais, je te l'ai pas dit. Et je l'ai lu il y a quelques années. Là, j'ai repris le temps de le lire. Et c'est comme Le Seigneur des Anneaux. Hein. Il faut quelques pages avant de rentrer dans l'histoire. Mais quand il entre, ça a une puissance poétique et même politique c'est passionnant en fait. Hein, c'est passionnant. Si tu avais justement, on arrive à la fin de l'entretien, trois livres à conseiller comme ça, en se disant, dans une vie, il faut les lire. Oh. Attends, toi qui es un grand lecteur, voilà. Non, je suis pas un grand lecteur. C'est si t'avais trois ou deux, enfin si t'en as que deux, c'est pas très grave, mais à un moment donné, des trucs en disant tiens ça a bougé, même ma vision. Moi j'ai lu par exemple un livre sur l'essentiel, j'ai plus je crois que c'est One Thing ça s'appelle, mais ça a vraiment complètement modifié ma perception. Bah, on a parlé des Mémoires d'Adrien, je pense que les Mémoires d'Adrien, oui, c'est certainement un des livres. En tout cas, je peux le prendre, l'ouvrir à n'importe quelle page et lire. Tu sais faire ça, moi je suis incapable de faire ça. Moi il faut un début, un milieu. Je souligne beaucoup dans mes bouquins, donc j'écris aussi. Hein, donc voilà. Zorba le Grec. Livre merveilleux. Il faut arrêter de penser que Zorba, ce sont des restaurants. C'est une danse. Non, c'est un livre de Kazantzakis. C'est assez incroyable. Kazantzakis, qui est vraiment un grand écrivain grec. Et où on a le personnage Zorba, et qui est un personnage complètement fou, qui n'est que dans les projets, dans le faire, dans le présent. Ouais, c'est un livre merveilleux, en tout cas, sur... c'est le cœur grec qui parle. Bah oui, évidemment, j'ai ça. Et ensuite, j'en ai tellement... j'ai lu beaucoup de polars, hein, j'ai été beaucoup influencé par les polars. Donc j'en ai lu vraiment beaucoup. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est pas des bouquins... un télo ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de... les polars. Moi donc j'en ai pas un en particulier parce que j'en ai lu beaucoup, mais par exemple quelque chose qui m'a beaucoup influencé, c'est les échanges entre Alfred Hitchcock et Truffaut. Ouais. Et donc en fait c'est un livre, mais c'est aussi des bandes son en fait, hein. Ce sont des interviews, il y en a une trentaine, c'est magnifique.
Et Truffaut, donc cinéaste assez incroyable en fait, hein, de la nouvelle vague, est passionné par Alfred Hitchcock, qui est un cinéaste, voilà, un des tout grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Je suis un fan d'Hitchcock, et qui se dit, plutôt que de faire encore un film, eh bien, je vais prendre ce temps pour aller interviewer Alfred Hitchcock. Et en gros, les questions, c'est Alfred, explique-moi comment tu fais du cinéma. Et ça se fait sur plus ou moins une trentaine, une vingtaine, je ne me rappelle plus très bien, d'épisodes qui sont enregistrés. Donc, Truffaut, qui ne parle pas anglais, va aux États-Unis avec sa traductrice. Et là, c'est passionnant. Et c'est un livre, en fait, à la base. Voilà, c'est un livre. Mais ce qui est passionnant, c'est d'écouter les podcasts, les premiers podcasts. Et ça, on les entend tous les deux. On entend Truffaut, qui est toujours un peu hésitant, en train de construire son propos. Et puis Alfred Hitchcock, qui est quand même qui est ça. Le monstre du cinéma, qui explique comment il fabrique ses films. Donc oui, ça c'est, je pense, les trois. Oui, après il y en a plein d'autres, mais ouais. Donc, mais ouais, encore maintenant en fait, hein, sont des choses que je peux relire et qui m'animent toujours au moment présent, quoi. Donc ouais, je pense que c'est assez important pour moi. Ça sera la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 4 prochaines années? Bourgmestre de Charleroi, et puis dans ta vie, au-delà de la santé et des questions des souhaits qu'on se fait à chacun, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 4 prochaines années? Waouh, c'est la dernière question, mais pas celle-là. De tenir bon contre vents et marées. Ouais, parce que c'est difficile en fait, hein. C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de projets sur Charleroi, et de tout faire avec mon équipe et avec vous tous pour que les projets de la ville soient passionnants, et que tous les projets qu'on mène, hein, en fait, au sens large, les projets de vie et pour tout le monde, nous animent, et nous anime de manière passionnante, quoi, dans notre vie, pour simplement en trouver une source de satisfaction, de bonheur. Je ne sais pas très bien si c'est le bon terme, bonheur, mais en tout cas, aller une au bout des choses. Satisfaction. Ouais, essayer en tout cas, et de se battre, et de se dire que voilà, on peut faire des choses qui sont juste par rapport aussi aux enjeux contemporains, quoi, parce que en fait, si on est un peu lucide, c'est difficile, hein, quand même. On vit dans une période assez difficile. Ouais. Donc voilà, ouais. Georgios, merci beaucoup, et merci pour. Je tiens à le dire dans cette émission, parce que tu es quelqu'un qui. Je pense qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Alors, je ne veux pas dire grâce à toi, parce que ça serait trop. Mais en tout cas, tu es une des personnes qui m'a toujours conseillé dans mon propre intérêt. Et je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens où tu te dis, alors j'ai des gens dans mon équipe proche, mais nous on est amis, mais je peux pas dire t'es pas mon meilleur ami, on ne se voit pas. Et je trouve que même des fois où j'ai pas compris, parce que par exemple pour Nicolas Bouissard, on en a déjà parlé, au départ j'en avais pas compris, on s'était même disputé là-dessus, et au final tu avais raison, c'est toi qui avais raison. Et je trouve que c'est une de tes particularités, on peut être pas d'accord sur plein de trucs, mais quand tu m'as conseillé, je sais pas si tu le fais avec les autres, mais en tout cas moi je parle pour moi, tu arrives toujours à te mettre finalement à enlever ton intérêt par rapport aux conseils que tu donnes, et ça pour moi je trouve que c'est en tout cas pour moi par rapport à toi, une de tes principales qualités. Ton intelligence, enfin ça c'est, mais pour moi la qualité au niveau de l'amitié, c'est quelque chose que tu as. Moi je suis déjà venu te voir sur des projets spécifiques, où on a trouvé des solutions, et des solutions qui n'étaient pas qui n'étaient pas mauvaises pour toi, mais qui n'étaient pas une plus-value. Et je trouve que ça, c'est super important dans une amitié et dans un rapport qu'on peut avoir ensemble. Donc, je tenais à terminer cette émission en te le disant. Eh bien, merci Thomas. Ça me touche. Voilà. Et merci à vous. Merci de nous suivre toutes les 2 semaines. N'hésitez pas
liker, partager et vous abonner à la chaîne si vous voulez être mis au courant des prochains breaks. On se retrouve dans 2 semaines avec un prochain invité, Georgios. Merci encore. Merci Thomas, à très bientôt. À bientôt.